Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle catégorie de vidéos. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Comme vous le savez, j'ai eu ma licence de psychologie et en fac de psycho, j'ai appris énormément de choses, comme dans n'importe quelle licence. Mais surtout, je trouve qu'en psycho, on apprend vraiment des choses hyper importantes. Et en fait, on apprend aussi à mettre des mots sur des phénomènes qu'on voit parfois dans la vie de tous les jours. Et je trouve ça vraiment super intéressant et c'est ce qui m'a le plus plu dans ma licence, je crois. Et les matières qui nous ont appris cela sont souvent la psychosociale, la psycho du développement, même la psychocognitive. Donc je trouvais ça super intéressant de pouvoir vous en faire part et de vous en parler tout simplement en vidéo. Donc ne vous en faites pas, dans cette catégorie de vidéos, on va pas être comme en amphi. Je vais pas vous donner des cours hyper poussés, hyper pointus, difficiles à comprendre ou quoi. Non, rassurez-vous, je vais essayer de vulgariser un peu tout ça pour que ce soit compréhensible au plus grand nombre et surtout accessible à des gens qui n'ont pas fait psycho tout simplement. Donc on va démarrer avec des notions assez simples, assez faciles à comprendre, souvent des thèmes de psychologie sociale qui est une matière quand même assez abordable, et puis pourquoi pas aller plus tard vers des notions de psychologie cognitive qui là vont être peut-être un peu plus poussées déjà. Enfin voilà, de toute façon j'attends vos retours, j'espère vraiment que cette catégorie de vidéo va vous plaire et puis on va démarrer tout de suite. Pour la première vidéo, comme je vous l'ai dit, on va démarrer avec de la psychologie sociale. Donc qu'est-ce que la psychologie sociale? C'est tout simplement ce qui concerne la psychologie de l'individu quand il est entouré, donc quand il est avec du monde ou ne serait-ce qu'avec une autre personne. Donc c'est très vague, mais aujourd'hui on va se focaliser sur un phénomène bien particulier qui m'avait vraiment marqué en cours. C'est tout simplement la paresse sociale. Donc la définition de la paresse sociale, elle a été fixée par Latané en 1979. Mais le phénomène, il a été mis en évidence par Ringelmann en 1882. Donc 100 ans avant quand même. En fait, Ringelmann, il a fait une expérience toute bête. Il a mesuré la force de traction d'homme sur une corde. Donc en fait, il a comparé la force de traction quand un homme était tout seul à tirer et la force de traction de chacun des individus quand ils étaient plusieurs à tirer sur la même corde. Et en fait, il s'est rendu compte que plus il y avait d'individus à tirer sur la corde, moins chaque individu mettait de la force pour tirer. Donc ils fournissaient moins de force individuelle finalement que quand ils étaient tout seuls à tirer la corde. Donc avec cette expérience toute simple, je pense que vous avez deviné ce qu'était la paresse sociale. Et du coup la définition qu'on a donnée Latané, c'est tout simplement que les individus fournissent moins d'efforts dans les tâches collectives que dans les tâches individuelles. Et ça peut nous laisser croire qu'en fait l'humain est vachement égoïste. Et du coup, Caro et Williams, en 1993, ils vont énumérer les 12 facteurs de paresse sociale, les 12 choses en fait qui favorisent la paresse sociale. Donc je vais vous les donner. Le tout premier facteur, c'est quand la performance individuelle n'est pas évaluée. Voilà, typiquement vous faites un travail de groupe, mais vous savez que vous n'êtes pas noté individuellement sur ce que vous fournissez chacun. Vous vous dites, bon, je vais pas être noté sur ce que je fournis personnellement, pourquoi est-ce que je laisserai pas bosser les autres? Facteur numéro 2, quand la balance de la tâche est faible. Alors la balance de la tâche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'importance de la tâche. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si vous savez que ce travail de groupe, il n'aura pas un gros coef, ou pire qui risque même de pas être noté par la suite, c'est pas la même chose que si c'était un devoir à rendre coef 6, vous voyez? Ensuite, facteur numéro 3, quand le groupe est composé de personnes qu'on ne connaît pas. Si on reste toujours sur le même exemple, en fait vous serez plus enclin à travailler si vous bossez avec des personnes que vous connaissez depuis 2 ans, que vous aimez bien et tout, que si vous vous retrouvez dans un groupe d'inconnus. Facteur numéro 4, quand le sujet s'attend à ce que les autres soient performants ou lorsqu'il n'a aucune info sur eux. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un groupe avec des personnes super fortes, super intelligentes dans la matière et qui ont toujours des super notes, ou alors, comme dans le cas précédent, vous les connaissez pas, du coup vous avez aucune info sur elles. Et c'est là que vous allez fournir moins d'efforts. Vous savez que dans tous les cas, les efforts seront fournis par elles, quoi qu'il en soit, donc pourquoi en fournir plus? Et ça, je pense que vous l'avez vécu, que vous soyez dans le cas du sujet ou dans le cas des personnes fortes dans la matière qui se sont retrouvées parfois à avoir des personnes qui foutaient rien dans leur groupe parce qu'elles se reposaient trop sur elles, justement. Que ce soit l'une ou l'autre des situations, je pense que vous l'avez déjà vécu. Facteur numéro 6, quand la taille du groupe est élevée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe.
Que vous soyez dans un groupe de 3 personnes ou dans un groupe de 10 personnes, ça va pas du tout avoir le même impact et vous allez avoir tendance à moins travailler dans le groupe de 10 personnes. Facteur numéro 7, ça va pas plaire aux garçons, mais il y a plus de paresse sociale observée chez les hommes que chez les femmes. Et la raison toute bête, c'est que les hommes accordent beaucoup plus d'importance à leur performance individuelle que les femmes. Et du coup, si la performance individuelle n'est pas évaluée et que c'est la performance du groupe qui compte, ben les hommes vont avoir tendance à fournir moins d'efforts que les femmes. Facteur numéro 8, la paresse sociale est plus importante dans les pays de l'Ouest comme les États-Unis, le Canada, etc. que dans les pays de l'Est comme l'Asie. Alors l'Asie c'est pas du tout un pays, autant pour moi je voulais dire tous les pays asiatiques, que ce soit Chine, Japon, etc. Et ça peut tout simplement s'expliquer par le fait que les pays asiatiques par exemple accordent beaucoup plus d'importance aux valeurs collectives, accordent beaucoup plus d'importance tout simplement au collectif et c'est vraiment le collectif qui compte plutôt que l'individualité. Je sais pas si je m'exprime bien et si je suis claire, mais en gros, un Américain est beaucoup plus individualiste, il pense beaucoup plus à sa carrière perso qu'une personne asiatique qui va accorder plus d'importance au groupe, au collectif, à son pays, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est un fait, hein, ça a été prouvé scientifiquement. Et donc du coup c'est tout à fait logique qu'il y ait plus de paresse sociale, donc que les gens qui accordent plus d'importance à leur performance individuelle, comme tout à l'heure le fait précédent avec les hommes, se retrouvent à avoir plus de paresse sociale puisque de toute façon c'est pas la performance du groupe qui les intéresse finalement, c'est leur performance individuelle. Donc voilà, là encore c'est logique. Et ce que j'aime bien aussi en psychologie sociale, c'est que parfois vous vous dites bah oui ça semble évident, mais il faut bien dire derrière qu'il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont mené beaucoup de recherches, etc. pour prouver des choses qui nous paraissent bêtes ou évidentes de la vie de tous les jours. Et on retrouve du coup beaucoup d'explications à des phénomènes qu'on observe tout le temps avec des faits logiques observables et qui ont été mesurés. Et on arrive à mettre des mots sur ce qu'on observe et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Ensuite, facteur numéro 9, quand la tâche est très simple. Là encore, pour une tâche difficile, vous allez vous dire « Ah, si tout le monde coince et tout, je vais m'y mettre et tout ». Mais si la tâche est super simple et qu'elle peut se régler en un instant, ben vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts quoi. Donc plus la tâche est simple en général et plus il va y avoir de paresse sociale. Facteur numéro 10, la paresse sociale augmente avec l'âge. Donc plus vous allez avancer en âge, plus vous allez vous rendre compte que les gens fournissent moins d'efforts dans les travaux de groupe. Facteur numéro 11, ils ont trouvé que la paresse sociale était plus forte en laboratoire qu'en milieu naturel, ce qui est plutôt encourageant. En laboratoire, c'est vraiment les gens savent qu'ils viennent pour une expérience, ils savent qu'ils vont être analysés, observés, etc. Parfois, on trouve vraiment des comportements très contradictoires entre ce qui se voit en fait en laboratoire et ce qui se voit dans le milieu naturel où là, ben, on est quasiment un peu invisible quoi. Et ce qui compte surtout, c'est ce qui se passe en milieu naturel. Bon. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais le mieux en fait c'est de pouvoir observer en milieu naturel. Donc c'est quand même un peu encourageant de se dire que bon, il y a un peu moins de paresse sociale en milieu naturel, mais d'un côté c'est pas très logique si vous regardez bien, puisque en laboratoire les gens savaient qu'ils allaient être observés. Donc je pense qu'on leur a pas dit quand même que c'était sur ça, parce que quand on mène une expérience on va pas dire on va observer tel comportement, on va regarder tel truc que vous faites et tout. Non, en général on ment au sujet pour pas justement qu'il y ait des biais, etc. Donc même si les gens n'ont pas su directement qu'ils allaient être observés là-dessus, ils savaient quand même qu'ils étaient observés sur quelque chose. Donc le fait qu'ils n'aient pas fourni énormément d'efforts, ça veut quand même dire quelque chose, moi je trouve. Mais bon, donc si le facteur numéro 11 était un peu rassurant, le facteur numéro 12 ne l'est absolument pas. En fait, la paresse sociale ne dépendrait pas de la nature de la tâche. Donc que la tâche soit physique, cognitive ou quoi, c'est toujours la même chose, on observe toujours la même paresse sociale, donc c'est pas terrible franchement. Alors on a vu tous les facteurs de la paresse sociale, ça c'est très bien, c'est une bonne chose, mais moi ce qui m'avait vraiment marqué quand on avait eu ce cours là, c'était l'observation d'un cas particulier de paresse sociale qui s'appelle l'effet spectateur ou l'effet témoin, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que l'effet spectateur? Ça part tout simplement d'un fait divers à New York qui a eu lieu le 13 mars 1964, qui est le viol et l'assassinat d'une femme en
pleine rue. La jeune femme s'appelait Kitty Genovese. Peut-être que vous avez déjà entendu son histoire. Qui a duré, tenez-vous bien, 35 minutes et il y a eu 38 témoins. C'est énorme. 38 témoins pour une scène comme ça où en général il y a peu de témoins, c'est énorme. Du coup, je vais vous poser la question. D'après vous, combien de personnes ont averti les secours ou la police? Quelqu'un. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. 0. Du coup, deux psychologues sociaux, John Darley et Bibb Latané, Latané, on en a déjà parlé tout à l'heure, interprètent cela comme de la paresse sociale. En fait, il y avait tellement de témoins justement qu'il y a eu moins d'actions individuelles. Finalement, il y aurait eu moins de monde, peut-être que quelqu'un aurait appelé les secours. Et c'est terrible de réaliser ça. Du coup, en 1968, ils vont mener une expérience pour vérifier cet effet spectateur. En fait, ils ont placé les sujets dans des cabines. Ils ont fait croire aux sujets que soit ils n'avaient qu'une seule personne au bout du fil, soit qu'ils étaient plusieurs à être voilà, dans des cabines différentes et à être dans la conversation. Et une personne simulée, donc un compère des expérimentateurs, c'est-à-dire quelqu'un qu'on place dans l'expérience et qu'on fait croire au sujet que ce compère en fait est aussi un sujet comme le vrai sujet en fait. Et donc du coup le compère simule une crise d'épilepsie. Et là en fait ils ont mesuré si le sujet réagissait ou pas. Et ils se sont rendus compte que là encore, quand le sujet était seul avec le compère au bout du fil et qu'il savait qu'ils étaient que tous les deux, le sujet réagissait. Mais lorsqu'il savait qu'il y avait d'autres personnes qui écoutaient la conversation et qui entendaient que la personne était en train de faire une crise d'épilepsie, il réagissait beaucoup moins. Et plus il y avait de compères, plus il y avait de personnes en fait dans la conversation, moins le sujet réagissait. Donc conclusion, dans une situation d'urgence, plus le nombre de témoins augmente et moins il y a de chances que le sujet réagisse. Et c'est ça qu'on appelle l'effet spectateur. Plus il y a de monde, plus il y a d'opportunités que d'autres personnes interviennent finalement, moins on va agir. Du coup, Darley et Latané, ils découpent une situation d'urgence en 3 étapes. Pour que le sujet intervienne, il doit remarquer la situation. C'est plutôt pas mal en effet. Ensuite, il doit l'interpréter comme étant une situation d'urgence. Et ensuite, décider si une intervention de sa part est la réponse adaptée à la situation. Et le souci, c'est qu'à chacune de ces 3 étapes, la présence d'autrui peut avoir une influence. Du coup, les deux psychologues proposent 3 processus qui peuvent affecter en fait cette prise de décision, le fait de se dire là, il faut que j'agisse et je vais agir. Et le processus numéro 1, c'est l'influence sociale. Qu'est-ce que font les autres autour de moi? En fait, si on voit que les autres ne font rien, on va être plus susceptible de ne rien faire non plus parce qu'on se dit s'ils font rien, c'est que je dois pas forcément faire quelque chose moi. Si c'était vraiment important, vraiment inquiétant, les autres auraient fait quelque chose. Donc c'est bizarre qu'ils fassent rien. Vous voyez? Ça va nous faire bugger. Alors que si on voit que tout le monde sait faire, tout le monde appelle les secours et tout, on va entrer dans cette dynamique-là et on va se dire ouais, c'est important, il faut que je fasse quelque chose. Le processus 2, c'est l'appréhension de l'évaluation. Kesako. C'est tout bêtement de quoi vais-je avoir l'air si j'interviens alors que c'est pas nécessaire. Et c'est horrible de se dire que dans une situation d'urgence, où justement le mot urgence a son importance, on se pose autant de questions, moi je trouve. Là, concrètement, si j'interviens alors que c'était pas une situation d'urgence, mais je vais avoir l'air débile, je vais avoir l'air, bête quoi. Et du coup, malheureusement, on va prendre plus de temps pour analyser la scène, etc. Se dire, est-ce que c'est vraiment important et tout. Et c'est là qu'on perd du temps. Et plus on perd du temps, malheureusement, plus la situation peut s'aggraver aussi. Et le processus 3 qui est terrible, c'est la diffusion de la responsabilité. Alors ça, écoutez bien parce que c'est merveilleux. C'est tout simplement pourquoi c'est moi qui interviendrai et pas les autres. C'est horrible hein. Là vous allez vous dire, il y a du monde autour de moi. Pourquoi ça sera à moi de faire quelque chose? Vous voyez le souci de la chose, le souci de la question. Parce que moi je le vois et je le trouve terrible. Donc voilà, ce sont ces 3 processus qui sont tristes, hein, mais voilà, malheureusement, ils existent. Donc bien sûr, vous allez pouvoir me sortir plein de situations où des gens sont intervenus, ils n'ont pas attendu que les autres interviennent, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'il peut y avoir plein de facteurs lors d'une situation d'urgence, que ce soit des facteurs comme celui-ci, la paresse sociale, des facteurs individuels, par exemple un pompier
où un militaire sera plus susceptible d'intervenir lors d'une situation, par exemple, je sais pas moi, d'attentat ou ce genre de choses, qu'une personne lambda qui est par exemple, je sais pas moi, facteur, prof, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dans une situation d'urgence, il peut y avoir plein de choses qui entrent en jeu et c'est pour ça que heureusement, des fois, même s'il y a plein de témoins, il y a des gens qui agissent et heureusement. Mais voilà, quand ce cas est arrivé aux États-Unis, il faut bien que vous ayez en tête que les gens ont été choqués et se sont juste dit mais l'humain est un monstre quoi, alors que en fait il y a vraiment des biais derrière, des biais cognitifs, la paresse sociale, etc. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là et c'est pas juste hop, on agit, on se pose pas de questions. L'humain, il réfléchit quasiment pour tout. Même si vous avez tendance à croire que des fois vous faites des choses par instinct ou ce genre de choses, sachez que votre cerveau, il réfléchit toujours, il se pose toujours 3000 questions et il analyse tout. Et que vous, dans telle situation, vous auriez fait ceci ou cela. Ça, c'est la plus grosse erreur en psychologie sociale, puisque je peux vous dire qu'on en a vu dans des situations atroces comme celle-ci. Le truc, en fait, c'est que vous ne pouvez pas dire, là, comme ça, moi dans cette situation j'aurais appelé les flics, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Vous pouvez pas. Parce que vous n'avez pas été dans la situation, vous n'avez pas été à la place de ces 38 témoins, vous n'y étiez pas. Et je vous parlerai aussi de l'expérience de Milgram, pour ceux qui veulent regarder un peu en avance ce que c'est. C'est exactement pareil, c'est en fait de la torture. Et pareil, les gens après coup, nous quand on s'est entêté, on s'est dit mais jamais de la vie on aurait fait ça, jamais on aurait accepté de continuer d'appuyer sur ce bouton et tout, jamais de la vie. Mais comment vous dire, je peux vous assurer que l'expérience de Milgram, on aurait été beaucoup à faire la même si on se trouve gentil, adorable, même si on se pense toutes les qualités du monde, on n'était pas dans la situation et les circonstances de la situation ont fait que il y avait un fort pourcentage de personnes qui agissaient de la sorte et là c'est pareil, je peux vous assurer que quand on n'y est pas, on ne peut pas dire on aurait fait ça plutôt que ce qu'ils ont fait eux. Mais ça vous en rendrez compte dans une prochaine vidéo, donc je ne vous spoil pas. Bref, j'espère que vous aurez compris quand même là où je voulais en venir, mais voilà, parfois en observant bien l'être humain on se rend compte de plein de choses pas toujours agréables à entendre et on se dit vraiment qu'on est des monstres, mais pas du tout, je vous rassure. C'est juste que voilà, il peut y avoir plein de biais, plein de choses qui font qu'on agit comme ça dans telle situation. C'est bien la situation qu'il faut prendre en compte là, donc voilà. Et je vais conclure cette vidéo ici. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de rendre ça un peu ludique et de vous donner des exemples qui puissent vraiment vous parler. J'espère vraiment que j'ai été claire et que vous m'avez bien comprise quoi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi s'il y a un sujet particulier que vous aimeriez me voir aborder. Ça peut aussi être des rappels de cours pour les étudiants en psycho tout bêtement, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires là encore. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de vidéos, puis à me suivre sur les réseaux sociaux aussi tout simplement, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.